今全部を切っ去って飛べする奴らが笑おうと海の果てが見たい心を無にして向かい風に乗り助走をつけて飛べフライ汗と血と涙で光る翼が君をどこへだって連れて行くわ衝動と本能と素顔をむき出しにして観覧の旅路の夢叶うまでなんとだって飛べフライ高くフライ最果ての未来へぽつり降り出した雨が翼狂わせる行く手には黒い雲今長い嵐の夜が来る轟く雷鳴と砕ける鳩を傘にして飛べフライいつも胸の奥を焦がす炎が道を照らした途端になる夜明け前の攻防が才能の花咲かすから命尽きるまで限界を超え最高速で飛べフラ汗と血と涙で光る翼が君をどこへだって連れて行く青い衝動と本能と素顔をむき出しにして Yeah 全部を切っ去って飛べフライいつも胸の奥を焦がす炎が道を照らした途端になる夜明け前の攻防が才能の花咲かすから命尽きるまで限界を超え最高速で飛べフライ高くフライ最果ての未来へMuteki Yokoso, bienvenue à tous pour cette heure de son japonais. Muteki, vous le savez, c'est l'émission de toutes les musiques du Japon. C'est pas souvent qu'on balance comme ça le claim, le slogan de l'émission à l'antenne, mais vous savez, c'est une heure de son japonais ou en lien avec le Japon sur la bande FM tous les samedis matins à 9h jusqu'à 10h sur Radio Canu. C'est ensuite disponible, vous le savez, sur notre site internet avec différents liens pour nous écouter. Il y a bien sûr la plateforme Bad Geek, il y a aussi notre plateforme historique qu'on a fabriquée avec nos petites mimines et notre petit savoir, ou pas d'ailleurs, en termes de codage en HTML et en CSS. Et puis on est rediffusé, on ne le dira jamais assez, par deux autres web radios qui nous font l'amitié donc de nous rediffuser le lundi, et on ne touche pas d'argent, c'est véritablement comme ça de l'amitié et on les embrasse au passage. Subarashi Radio Manga à 19h, Trent Mix Radio à 21h. On a fait un
un petit gros plan d'une certaine façon sur Subarashi Radio. Lundi dernier, on les avait annoncés et lundi prochain, on parlera justement de notre diffusion sur Trend Mix. Vous suivez ça, bien sûr, sur notre page Facebook. Alors, c'est ce moment de l'année que je redoute le plus, c'est le moment où tout le monde tombe malade, où tout le monde est occupé puisque c'est aussi la période de Noël, et donc je me retrouve tout seul dans le studio, ce moment voilà où tu te retrouves un peu tout seul dans le studio. On est à une semaine d'une émission spéciale dont je vais vous narrer le contenu d'ici quelques minutes. Pour l'instant, je suis en train de tout brancher pendant que tout se fait en ce moment. Alors, c'est une émission donc où il n'y a pas forcément de grosses actualités. On va parler un petit peu d'actualité puisqu'il y a encore quelques conventions. Le TGS et Japan Touch ne sont pas les dernières conventions de l'année, il y en a d'autres, et notamment une à Rennes. On aura l'occasion d'en reparler. Et justement, cette convention à Rennes, on va déjà en toucher un petit mot puisqu'elle s'appelle le Sugoi Festival et elle programme deux artistes nippons, enfin deux groupes nippons. L'une est simplement artiste solo sur scène, l'autre est un groupe, et c'est ce qu'on vient d'entendre juste à l'instant, Burnout Syndromes, et c'était la chanson Fly High qui sert d'opening à IQ. Parfait opening également pour l'émission pour cette semaine. Burnout Syndrome donc qui se produira à Rennes, ce sera le week-end prochain. On va aussi parler un petit peu de Johnny Hallyday. Alors pas forcément, alors vous avez certainement vu, si vous êtes un peu fan du Japon, vous avez entendu parler de cette version japonaise de Que je t'aime. Nous on avait passé d'autres versions japonaises de chanteurs de variété des années 70 et notamment la reprise de Aux Champs-Élysées par Joe Dassin qui avait donc réenregistré sa propre chanson pour le marché japonais. Il faut savoir que dans les années 70, il y avait une grande hype française, c'était la classe absolue, les chanteurs français surtout de variété. Ça continue encore avec notamment les gens qui sont restés très attachés à cette scène-là et qui écoutent notamment Mireille Mathieu ou d'autres grands artistes de ce moment-là. Enfin, il y a aussi Charles Aznavour évidemment qui lui est toujours de ce monde, heureusement pour lui et pour les fans évidemment. Et on avait notamment passé justement cette version japonaise de Aux Champs-Élysées. Et je crois qu'il y a quelques années de ça, on avait aussi passé cette fameuse version japonaise de Que je t'aime. Alors c'est pas forcément ce qui est prévu aujourd'hui, mais on va contourner un petit peu cette actualité pour quand même parler un peu de ça, mais sous un angle assez inattendu. Voilà ce qui vous attend durant cette émission. Autre artiste qui va se produire, c'est l'artiste qui vient juste là et qu'on va découvrir sur Muteki. 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. www.muteki-radio.fr à suivre évidemment sur Facebook et sur Twitter. Muteki Canu, c'est le nom pour nous suivre sur les réseaux sociaux. On en reparle juste après de cette fameuse artiste. こぼれ落ちた涙を踏みつけて真実は遠くどうせ捨ててしまうならなぜ抱きしめてる繋いだこの手を離しはしないと約束してくれたのに今頃あなたは他の誰か聞いたことない声で泣いてる奪い合う定めなら眠れぬ夜の足で熱い吐息刺さる視線忘れられなくて受けゆくどこまでもそれを求めていたの愛も罠も嘘も痛みすらもわからない唇離さないであなたが望めば風の通りにさ Please ride me tonight 月だけが知っていた言葉なんて意味をなさない夜痛みだけが二人を激しく結んだ重ねた体が壊れるぐらいに強く抱いてくれたのに今頃あなたは新しい誰かの肌に
敵へようこそ。俺のこの手が真っ赤に燃える。お前を倒せと轟き叫ぶ。爆熱ゴッドフィンガー。関智一です。À l'instant Shura par le groupe Daz et c'était tiré du Gintama Best. Très bon album justement si vous voulez vous imprégner de l'univers musical de cette série déjantée et ultra référencée, surtout ultra référencée. Et juste avant ça, eh bien quel était cet artiste mystère qui fait le lien avec le groupe qui nous a servi justement d'opening pour l'émission? Eh bien il s'agit de Akira Ose. Akira Ose qui, son nom vous dira peut-être plutôt, vous évoquera plutôt un prénom masculin. Akira est une nénette, c'est une demoiselle qui évolue dans un univers otak et qui donc justement a créé un personnage en réalité de chanteuse otaku. La chanson en question c'est Bind, c'était son premier single donc fin 2014. Elle a fait carrière depuis, elle a fait beaucoup d'openings de petites séries à droite à gauche et donc elle vient présenter son univers sur la scène du Sugoi Festival à Rennes en compagnie donc de Burnout Syndromes qui a ouvert cette émission. Ils ne seront pas les seuls d'ailleurs de ce plateau musical qui est plutôt fourni en plus avec notamment la petite performeuse mignonnette Ayami Michel qui fait des spectacles kawaii avec des sculptures sur ballon et du chant et également la chorale No Time No Tune. Alors je dis
pas tout à fait une chorale non plus, mais c'est plutôt un collectif de Utaite. Les Utaite, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont ces artistes qui performent sur Internet et évidemment sur YouTube principalement et qui réalisent des covers qui sont parfois absolument époustouflantes de génériques d'animés ou de chansons de Vocaloid ou en tout cas de chansons issues de la culture pop japonaise du moment. No Time, No Tune, donc c'est le nom du collectif qui regroupe en tout cas une partie d'entre eux, à ne pas confondre avec les Utaite qu'on retrouve plutôt sur Nico Nico Douga qui est le YouTube japonais. Je crois que c'est même né sur Nico Nico Douga, donc sur la plateforme Nippon, et qu'ensuite évidemment ça s'est internationalisé avec des performeurs de partout dans le monde, mais il y a aussi des performeurs notamment français sur Nico Nico Douga au passage. Donc c'est une scène qui a explosé ces dernières années et donc que vous allez pouvoir, si vous ne les connaissez pas encore, découvrir sur la scène bretonne, sugoi-festival.com, et je crois que j'en ai à peu près terminé. Si, allez, un petit passage par d'autres invités, notamment Cosplay avec Lily on the Moon, avec Nad, avec Popette Nad qui avait été connue notamment ces dernières années par l'émission Coups Humains. Oui, c'est elle qui apparaissait dans l'émission, avec également le photographe et reporter David Mintra qui exposera également dans ce Sugoi Festival, et puis le créateur de RPG japonais Kei Shigema, à qui l'on doit notamment alors des séries que surtout les fans du Japon des années 90-2000 connaissent, notamment la série des Lunar et celle des Grandia. Là donc on parle forcément de jeux qui sont sur Mega Drive, sur Saturn, sur PlayStation et sur Dreamcast, donc on est là au tournant des années 90-2000, qui sont des séries qui aujourd'hui encore ont toujours une classe absolument folle et un gameplay qui n'a pas pris une ride. Je tiens à le préciser, étant fan personnellement de la série Grandia parmi les séries que je viens de citer. Voilà, je crois que là, j'en ai à peu près terminé avec le passage en revue du Sugoi Festival. Donc c'est le week-end prochain du côté de la capitale bretonne, 16 et 17 décembre. Voilà. On peut également citer la Maximus Cup à Arles, le BGF Winter Edition à la Teste de Bûche. La Teste de Bûche, c'est du côté du bassin d'Arcachon, c'est en Gironde ou dans les Landes. Non, je crois que c'est en Gironde, il me semble, de mémoire comme ça. On va pouvoir passer à notre hommage à Johnny Hallyday, chanteur donc voilà, dont j'ai parlé en tout début d'émission, qui a réalisé, alors qui a eu un gros succès parmi tous les autres chanteurs évidemment. On peut citer donc Aznavour, qui était célèbre, au point de donner son nom à un méchant dans la série Gundam, puisque Char, le méchant de certaines des séries de Gundam, c'est Charles Aznavour, puisque le nom en katakana reprend en phonétique son nom à lui. On a également, alors d'autres, on peut citer Jean Gabin, qui donne Gavan, Uchukeiji Gavan, Space Sheriff Gavan, qui donc, avec sa carrure de flic, de taulier, de patron, a impressionné effectivement les créateurs de cette série de Tokusatsu. On peut citer également Belmondo, qui a inspiré, l'histoire est beaucoup plus connue, qui a inspiré le personnage de Cobra, en tout cas le design physique du personnage de Cobra, ainsi que cette espèce de nonchalance classique qu'il a toujours d'une série à l'autre, puisque la série a été relancée et est à nouveau relancée prochainement avec le retour de Joe Gillian. Ça, c'est pour le citer au passage. Donc c'est une série qui n'a absolument pas pris une ride, et donc justement le côté on va dire space adventure des années 70 justement permet de passer les époques assez facilement. On a d'autres personnages qui ont fait le voyage inverse, notamment Kenji Sawada, qui a chanté en français sur certains plateaux à la télé française justement, et qui a eu aussi une carrière à succès de chanteur de variété au Japon. Et puis on a notamment Johnny Hallyday, qui a aussi eu pas mal de pressages de ses disques en japonais, mais c'était des pressages en fait de chansons françaises qui étaient accompagnées d'un titre, d'une chanson qui était différente du 45 tours français, mais à l'intérieur, quand vous mettiez le 45 tours dans le manche-disque, il s'agissait de la version française, avec tout le côté évidemment peut-être exotique que ça pouvait justement susciter à l'époque. Il y a une autre chanson, il y a une chanson de son répertoire où il a franchi le pas, il l'a chanté en japonais, c'était en 73, c'était Que je t'aime, alors qui est ressorti là ces derniers jours avec tous les hommages qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Moi je voulais parler d'autre chose, puisque Johnny, comme beaucoup d'autres artistes français et japonais
mais ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ont en commun et que d'ailleurs je pense le monde entier avait en commun dans les années 60-70, c'était de reprendre des grands standards américains. L'occasion justement c'est de parler de The House of the Rising Sun, qui est d'un des plus gros succès du début de sa carrière, mais qui est aussi un des plus gros succès en réalité du blues de cette époque, et c'est une chanson en fait qui a été surtout popularisée, et Johnny a repris justement cette version des Animals, qui est un groupe britannique qui a repris cette chanson en 64, mais c'était déjà à l'époque une reprise. 4 ans avant, Joan Baez l'a chantée sous un tout autre angle, avec un tout autre rythmique, avec un angle beaucoup plus folk à l'époque, et cette chanson en elle-même, elle n'a pas vraiment d'âge puisque la mélodie date des chansons dites populaires du XVIe siècle, que les gens se passaient au luth, à la guitare en fait, ou simplement à la voix tout simplement, qu'on se passait de père en fils, de mère en fille, entre chanteurs à droite à gauche. Ça faisait partie en fait de ces chansons qui étaient donc populaires dans le sens tout à fait premier du terme, et ensuite ça a coagulé progressivement au cours du 19e siècle pour parler de ce qu'on pense être une prison à la Nouvelle-Orléans, qui à la base en fait dans les premières versions, en tout cas les versions les plus anciennes dont on a la trace, ça parlait plutôt d'un bordel, ça parlait plutôt c'était plutôt sous l'angle d'une fille qui racontait justement une vie de débauche et qui d'une certaine façon fait le bilan et regrette un peu tous ces mauvais écarts en quelque sorte, cette vie diluée, et les Animals ont repris ça en parlant plutôt d'un pénitencier. Ça a été le cas justement de la chanson de Johnny, donc plutôt une prison à la Nouvelle-Orléans, avec un mauvais garçon qui se repent de ses actes passés, qui a eu une vie dissolue du début à la fin, et qui conseille à la fin effectivement de ne pas emprunter le même chemin. Eh bien le même chemin, d'autres artistes l'ont pris, et c'est le cas notamment au Japon, où la chanson a été aussi traduite en langue locale, et ça a été repris par une grosse dizaine d'artistes, notamment le chanteur des Yellow Monkey qui l'avait repris. Et l'extrait que là je vais vous proposer, c'est un extrait de The House of the Rising Sun, qui en japonais s'appelle Asahi no Ataruye. Et c'est interprété par Keiko Fuji. On va parler de Keiko Fuji juste après, puisque juste pour vous teaser un peu, c'est la maman de Utada Hikaru. Si vous ne la connaissez pas sous cet angle-là, eh bien voilà ce que donnait la maman de Utada Hikaru, qui était une chanteuse très 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 connue dans les années 70. Eh bien voilà ce que ça donnait en 71 enregistrements publics retrouvés quelque part sur un recoin du net. Oui, je l'assume, parce qu'évidemment c'est quand même compliqué de retrouver ces enregistrements. J'ai beau avoir retrouvé quelques compiles au Japon d'enregistrements folk qui sont encore vendus dans le commerce, mais là je doute de retrouver ça même dans une vieille brocante au Japon. Donc là, Keiko Fuji, donc avec sa version de Asahi no Ataruye, donc qui date de 1971, et on en reparle juste après. Yeah.
帰れない幸せに一人で願う涙の祈り見つめてるKeiko Fuji juste à l'instant, Keiko Fuji qui était donc, pour la petite histoire, voilà, la maman de Utada Hikaru qui était très connue comme chanteuse justement de variété dans les années 70, qui a été ensuite mariée plusieurs fois en réalité et qui a rencontré son mari notamment aux États-Unis, et c'était, enfin, je veux dire, ça a été une vie assez rock'n'roll dans le sens où en plus de ça ils ont été mariés, divorcés à peu près 7 fois. J'ai lu ça et c'était, je savais qu'ils avaient eu un couple assez on va dire assez mouvementé pour ne pas dire autre chose, mais voilà, que ça a été assez mouvementé. Et ils ont d'ailleurs tous joué ensemble, père, mère et fille, dans un groupe, justement, dans ce petit groupe familial pour lancer la carrière de la fille. On était en 93, elle était toute jeunette à l'époque, et ensuite elle s'est lancée en solo, la petite Hikaru, et avec le succès évidemment que l'on sait. Et cette dame, cette grande dame de la variété japonaise, elle va s'éteindre en 2013. À ce qu'on pense être un suicide, elle s'est jetée par la fenêtre. Voilà, c'est quelque chose d'assez triste justement comme fin à cette histoire. Et ça nous donne, alors évidemment on reste ces chansons, et justement cette chanson là de House of the Rising Sun qui a été enregistrée il y a donc à peu près une quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans en live. Voilà, on était en 1971. Alors il y a eu d'autres reprises évidemment. Alors celle-ci c'est Momoe Yamaguchi qui était elle clairement interprétée comme une idole. C'était à peu près à la même époque, on était 7-8 ans plus tard, quelque chose comme ça. Momoe Yamaguchi, là c'est tiré d'un film ou d'un drama qui s'appelait Kuroi Tenshi, qui a été donc interprété dans le film pour les besoins du film. C'était donc ce qu'on appelait donc une idol. Alors, à l'époque, le terme était pas encore tout à fait arrêté. Il n'y avait pas encore tout à fait de terme. C'est aujourd'hui qu'on considère que c'est une idol, mais c'était vrai que c'est une chanteuse essentiellement pour un public jeune. C'est une chanteuse pop assez pétillante, et donc on se retrouve avec donc ce terme d'idol donné un petit peu a posteriori, avec aussi cette jolie chanson donc de Momoe Yamaguchi. Il y a eu d'autres versions également, avec notamment Naomi Chiaki qui avait interprété cette chanson-là dans les années 80, avec une version beaucoup plus comment dire, lyrique. Voilà, on change complètement d'univers, et vous savez, voilà, juste pour vous montrer à quel point cette chanson peut être reprise, et aussi pour vous montrer qu'on peut parler de Johnny Hallyday sans passer du Johnny à l'antenne. Voilà qui est chose faite, et c'était l'occasion de faire un petit focus justement sur cette chanson House of the Rising Sun, dont je disais qu'elle est issue en réalité du répertoire oral anglo-saxon, américain en tout cas. La chanson en elle-même a coagulé à l'époque de l'Amérique du 19e siècle, notamment dans les Appalaches. Il y a d'autres chansons comme ça du répertoire folk américain qui sont issues de ces
de cette scène-là, notamment de ces chanteurs itinérants. Je pense à Black Betty, que nous on connaît par la version de Ram Jam, qui a été remise, qui a été ressortie de la poussière dans les années 90 par une pub pour un parfum d'ailleurs au passage, et qui à la base est une vieille chanson de folk qui avait été enregistrée pour la première fois par un vieux chanteur qui s'appelle Lead Belly, qui lui-même n'avait pas créé la chanson mais qui l'avait simplement consigné sur un vinyle pour dire voilà ce que je chante. C'était un des premiers à avoir fait cette démarche, alors qu'à la base c'était oral. Voilà tout un pan donc de la culture, et donc ça passe par notre cher Johnny qui est décédé donc depuis désormais 3 jours. C'est aujourd'hui, je crois, l'hommage, il me semble, avec Harley et tout team. Allez, une dernière petite version également de House of the Rising Sun, beaucoup plus posée celle-ci. Voilà pour... je me gourde de potard justement en voulant relancer ensuite derrière. Pour l'interprète, justement, il s'agissait de Mariko Hamada pour la petite référence. Si vous cherchez, il y a énormément de versions différentes. Je vous le disais justement, notamment le fait que même le chanteur des Yellow Monkey lui-même s'est essayé à ça. Il y a eu pas mal d'interprètes à travers le monde, et notamment justement au Japon. Allez, on va revenir sur justement, puisqu'on était sur des choses qui sont un peu plus folk, un peu plus posées que ce qu'on a eu en début d'émission. On va parler de The Castanets, qui fait partie justement de ces artistes que j'ai découverts au Japon. Alors là, c'était parmi les back à Indies qu'on retrouve dans tel ou tel magasin. Alors je parlais la semaine dernière notamment du Tower Records, mais pas que. Il y a aussi d'autres magasins qui offraient des bacs à jeunes talents, à Indies. Et ce groupe s'appelle The Castanets. Là, l'album s'appelle Market, et la première chanson, la chanson d'ouverture, est très intéressante. Je vous propose de la découvrir ensemble. Elle s'appelle Moon Palace, et on est ensemble sur Muteki pour encore une grosse vingtaine de minutes.春
のさ多分そういつまでも逆さまのリズム受け止めて揺れる地下鉄の中で君のことを夢に見たこのままで僕は進むジレンマはどこか蹴飛ばす様々な形でつながる好きだったものが大好きになったそしてまたどこかへ進む誰かが挨拶を交わす交差点に人が溢れてそして今何をしたいのかを知ってるPatrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu. 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Un peu de Yuki Kajiura juste à l'instant sur Muteki, c'est tiré de la BO de Sword Art Online. Alors on avait effectivement, on a commencé l'émission avec l'Epicness au service du volet avec un opening de Haikyuu là. Effectivement c'est un thème qui est utilisé, vous vous en doutez peut-être, pour les scènes de bataille ou les scènes d'action bien entendu. Donc voilà, tiré du répertoire de Yuki Kajiura dont les sonorités sont reconnaissables entre mille, j'ai envie de dire. Juste avant donc c'était de Castanets avec le premier extrait tiré de leur EP qui s'appelle Market. Et j'essaie de retrouver justement sur ma petite playlist à moi justement les
la chanson. Il s'agit de Moon Palace. Heureusement que j'ai tout noté, sinon je m'en sortirais pas. Juste avant de se quitter, puisqu'il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on a encore le temps de, en tout cas personnellement j'ai encore le temps de vous donner quelques petites infos, avec notamment une dont on avait déjà, enfin en tout cas donc on a déjà évoqué sur la page Facebook de Muteki. Vous savez qu'en ce moment c'est la fête des Lumières à Lyon et donc on est en plein dedans. Heureusement qu'on enregistre cette émission le matin, sinon on n'arriverait pas à l'émission en métro, ce serait une horreur absolue. La fête des Lumières en elle-même est assez mimi cette année, avec quelques alors peut-être un petit peu en dessous diront les puristes effectivement en termes de qualité, mais faut savoir que c'est la première année qui est considéré en tout cas par les organisateurs, et je mets beaucoup de guillemets comme ça avec les mains, vous ne me voyez pas mais c'est le geste que je fais en ce moment, c'est considéré comme la première fête des Lumières à plein régime si j'ose dire, comme avant en quelque sorte depuis 3 ans, en tout cas considéré comme tel, voilà je le disais, par les organisateurs. Évidemment on pourrait dire que déjà l'année dernière il y avait le retour des grands projets, des grandes scénographies. Le débat reste ouvert, c'est pas tellement le lieu, mais c'est vrai que cette année on a le retour de pas mal de gros projets justement sur les murs, et notamment le projet qui est parrainé, patronné même limite par Bandai Namco, qui est un hommage aux jeux vidéo, évidemment un hommage aux jeux vidéo de Bandai Namco de préférence, avec un collectif néerlandais qui s'appelle Mr Beam et qui voulait justement rendre hommage à cet art numérique, et qui a proposé son projet à la firme Nippon, dont le siège d'ailleurs au passage est à Lyon. Et qui a dit banco, qui a dit allez c'est parti, on y va. Et moi qui suis allé la voir, je peux donner un peu mon avis en disant qu'elle est mimi, en tout cas pour la première moitié. Après ils ont peut-être voulu trop bien faire en quelque sorte, ce collectif de scénographes néerlandais, ils ont peut-être voulu trop bien faire dans le sens où ça se termine presque en pub en quelque sorte pour Bandai Namco, et donc c'est un petit peu dommage, mais le début est très réussi avec cet hommage à Pac-Man qui a fait sourire pas mal de gens autour. J'ai regardé un peu les visages des gens et c'est vrai que ça a absolument tout de suite parlé. Et puis la performance aussi visuelle, de projeter à la fois sur, vous connaissez pas forcément Lyon, mais à la fois sur cette place Antonin-Poncet, donc à la fois sur un espace qui est vertical, qui est le clocher de la Charité, qui, si vous n'êtes pas lyonnais, est juste un clocher qui est posé comme ça sur la place, qui est le reste d'un hôpital. Ils ont gardé que le clocher, donc ça donne un espace qui est très vertical, et une grande poste très moderne dans le sens années 30, très brutaliste justement, architecture soviétique en quelque sorte, très ordonnée, avec un quadrillage de fenêtres, et justement qui se prête parfaitement à une projection de Pac-Man, et qui est justement sur un plan très horizontal, et donc ça donne un jeu de dimension qui est assez amusant. Voilà pour la petite évocation, mais il y a du jeu vidéo et du Japon saupoudré dans plusieurs œuvres, dans plusieurs scénographies. Je vous invite à voir, en tout cas, j'espère que vous ressortirez vivant de la cohue de touristes évidemment, mais c'est vrai que voilà, c'est saupoudré un petit peu dans plusieurs œuvres à découvrir. Et puis, eh bien, ça me mène à la dernière petite info avant qu'on se quitte, qui était en fait que cette fête des Lumières, ce concept de scénographie, de grand rendez-vous de scénographie lumineuse, on le retrouve maintenant à travers le monde entier, et notamment au Japon, où ils sont très friands justement d'installations monumentales et lumineuses comme ça. Et il y a un site, japan-guide.com, qui liste ces événements, et ces événements ils ont commencé déjà depuis octobre et ils se terminent à peu près à la fin de l'année, voire même en février prochain, notamment à Shiodome. Alors c'est véritablement des scénographies alors qui sont beaucoup plus à base de petites LED, de quadrillage lumineux également. C'est très joli à voir, et il y a aussi des projections, ce qu'on appelle de chromolithes, c'est-à-dire de pierres colorées, des projections de couleurs sur la pierre, et notamment c'est le cas à Osaka. C'est à partir du 14 décembre. Tiens, justement, si vous passez les fêtes de fin d'année au Japon, je sais qu'il y en a quelques-uns qui justement profitent des fêtes de fin d'année pour aller là-bas. Osaka le fait justement avec des projections sur des bâtiments plutôt que des petites LED. Nagasaki également le fait. Donc il n'y a pas que la région de Tokyo. Tochigi le fait aussi, et Tochigi est un peu plus isolé. Donc ça, c'est assez amusant.
Nagoya évidemment, donc les grandes villes le font, Sendai également, c'est à suivre, donc voilà, toutes ces dates sont à retrouver sur ce site japan-guide.com. On a transmis le lien, on vous a transmis le lien sur la page Facebook de Muteki. Suivez donc notre page et ses différentes actualités. Voilà, je crois qu'on en a à peu près terminé avec cette émission. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, j'en parlais en tout début d'émission, eh bien, il y a une émission spéciale, puisque c'est notre spécial Noël. Comme tous les ans, vous savez, on prend ça évidemment à la rigolade. Il n'y a absolument rien de sérieux dans ce qu'on va vous passer, mais on va vous passer soit des standards de Noël repris par des artistes japonais, soit des chansons de circonstances, parce que des fois, il y a simplement des chansons qui évoquent l'hiver, ou évidemment, on va essayer de vous retrouver. Il y a une tradition dans la tradition, si j'ose dire, qui est de passer un Disney ou un Ghibli en version japonaise, ou en tout cas un Ghibli repris dans une autre version que la version classique, ou donc un Disney, vous l'aurez compris, interprété en japonais. Je crois que l'année dernière c'était Le Roi Lion, je crois, de mémoire comme ça. On avait passé aussi Aladdin, on avait passé aussi L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui était le premier extrait d'un Disney qu'on avait passé, puisque c'est un film de Tim Burton, donc c'est produit par Mickey. Donc voilà, c'est pour la semaine prochaine, l'émission spéciale Noël, et ne vous en faites pas, tout ça évidemment est à prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de second degré, 3e degré, 8e degré, on se marre bien, et donc rendez-vous la semaine prochaine évidemment sur Muteki, samedi de 9h à 10h, et repris évidemment comme d'habitude sur nos différentes plateformes Bad Geek et évidemment notre Typepad, notre plateforme historique. On va se quitter, alors j'ai tellement tourné autour du pot durant cette émission qu'on ne pouvait pas ne pas la passer. Évidemment, on va se quitter avec Johnny Hallyday, Que je t'aime en japonais, mais oui, bien entendu, et on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien, vive le son japonais, et donc rendez-vous la semaine prochaine, voilà, pour notre émission spéciale Noël avec le retour de Romain. やがて明け